J'ai compté 100 nouveautés pour vous ces 2 dernières semaines sur AWS. C'est pas mal, je sais pas ce que c'est la saison, c'est le printemps, c'est le beau temps. 78 sont pertinentes, ne sont pas juste des extensions régionales. Et j'en ai sélectionné, je les ai pas comptées, mais une grosse dizaine, entre 10 et 15 pour partager avec vous. On va parler de réseau, on va parler de Bedrock, on va parler d'agents un tout petit peu, on va parler de Lambda, de Secrets Manager, bref, ça va toucher un peu à tous les domaines. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Vous le savez, une semaine sur deux, what's new, quoi de neuf. J'essaye d'explorer, de faire le tri parmi toutes ces nouveautés qui tombent dans notre fil d'actualité tous les jours, et pour voir ce qui est pertinent pour vous, les builders, les buildeuses, vous qui avez les mains sur les claviers. Vous qui avez les mains sur les claviers. Alors, comme la liste est longue pour cette semaine, sans plus attendre, commençons de suite. Je suis en train de chercher dans mes tabs où sont les informations sur mon écran. 2 grandes nouveautés et puis plein de petites, et je commence par les 2 grandes nouveautés. La première, c'est AWS Interconnect. C'est un nouveau service de réseau qui a été préannoncé pendant la conférence re:Invent à Las Vegas. C'était début décembre l'année passée, en 2025. En gros, c'est un service entièrement managé pour faire une connexion entre 2 cloud providers. Pour commencer, en tout cas, a priori, ça pourrait s'étendre à d'autres système après, ou du on-prem également, mais entièrement managé, ça veut dire vous cliquez dans la console d'AWS ou de l'autre cloud provider pour demander la mise en place d'une connexion. Vous recevez un code d'activation, vous allez dans la console ou la ligne de commande ou l'API de l'autre cloud provider, vous rentrez ce code d'activation, vous attendez quelques minutes et voilà, vous avez une connexion bidirectionnelle redondante entre les 2 cloud providers, là où avant vous deviez vous-même configurer des transit gateway, vous deviez configurer du VPN et des choses comme ça. Donc ça s'appelle AWS Interconnect. Le premier provider qui avait été annoncé déjà à re:Invent, c'est Google Cloud. On annonce aussi très bientôt Microsoft Azure et Oracle OCI, donc Oracle sera disponible également. C'est vraiment super simple à mettre en place. La preuve, j'ai réussi à le faire. C'est moi qui ai écrit le blog post pour l'annonce. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé mettre une image de la console Google ou de la ligne de commande Google dans un des blog posts que j'écris pour AWS, et j'en écris depuis 7 ans bientôt. Allez lire les détails. Il y a donc 2 options. Il y a la connexion entre cloud, et puis il y a une option nouvelle, qui n'avait pas été préannoncée à re:Invent, qui s'appelle Last Mile, donc basée sur la même architecture. C'est pour simplifier le Direct Connect avec certains partenaires, et on commence avec un partenaire qui s'appelle Lumen. Je vous laisse découvrir ça. Les liens sont évidemment dans les notes du podcast. L'autre grande nouveauté des 2 dernières semaines, elle concerne le monde des large language models et de l'intelligence artificielle, avec Anthropic Claude Opus 4.7, le nouveau modèle d'Anthropic qui débarque le même jour où il est annoncé sur Anthropic. Il est directement disponible sur Bedrock, et donc et très rapidement il va s'ajouter à Kiro et à d'autres agents de coding. Il est déjà d'ailleurs dans Kiro IDE. Je viens d'ouvrir la fenêtre pour vérifier. Alors évidemment, c'est toujours, quand il y a un nouveau modèle qui sort, la dernière merveille du monde. Donc il est très bon pour le codage agentique, pour tout ce qui est tâches de longue durée, parce que une de ses caractéristiques, en plus de surpasser tous les autres dans tous les benchmarks ou presque, c'est d'avoir une très très grande fenêtre de contexte. Et ça, c'est vraiment la limite actuelle quand on code beaucoup avec des agents de codage, c'est qu'après un certain temps, la fenêtre de contexte du modèle, elle est pleine, et donc l'agent, il est obligé de faire un résumé et de recommencer une nouvelle session à zéro avec juste le résumé, ou de laisser tomber les plus vieilles informations. Dans les 2 cas, on perd de l'information, on perd du contexte, et c'est dans ces moments-là que vous voyez parfois l'agent partir un peu, j'allais dire un mot que je peux pas dire dans le podcast, mais partir un peu n'importe comment, et commencer à inventer des choses. Donc avoir des
fenêtres de contexte plus grandes, c'est super intéressant. Vous pouvez l'appeler avec l'API de Bedrock, vous pouvez l'utiliser dans Kiro, vous pouvez l'utiliser aussi avec l'API Converse API de Bedrock, l'API d'Anthropic, donc si vous avez déjà du code Anthropic, ça marche via Mantle également. Voilà pour les 2 grandes annonces de cette semaine. Voyons maintenant les plus petites, j'en ai une dizaine. Tant qu'on est parlé de Bedrock, il y a une nouvelle fonctionnalité que j'ai pas encore testée parce qu'elle est sortie hier et je voyageais, j'avais la chance de parler à des meet-up dans le sud de la France, à Marseille hier, donc j'ai pas encore pu essayer, mais c'est Amazon Bedrock Agent Core qui ajoute des nouvelles fonctionnalités pour faciliter le développement d'agents. Alors il y a 3 choses. Il y a un manage harness. Un harness, c'est des rênes, c'est un truc pour tenir des agents. C'est un environnement de déploiement, d'exécution extrêmement simple qui est en preview. Il y a le Agent Core CLI et Agent Core Skill. Donc le harness en preview, ça permet à vous, développeurs, de définir un agent sans écrire du code, juste par configuration. Donc vous choisissez finalement un agent, si vous l'avez déjà codé avec Strands, vous savez ce que c'est. C'est juste une boucle qui va demander à un modèle ce qu'il doit faire en lui présentant la liste des outils qu'il a à sa disposition et puis faire le passe-plat entre le modèle d'un côté et les outils de l'autre. Et bien maintenant vous pouvez définir un agent juste par configuration. Choisissez le modèle qu'il va utiliser, vous allez définir le system prompt, donc les 10, 15, 20 lignes, peut-être un peu plus d'instructions qui expliquent ce que votre agent doit faire et la liste des outils auxquels il a accès. Dans ces outils, il y aura un shell access parce que chaque agent va tourner dans une micro VM entièrement isolée des autres avec un accès file system pour la persistance et avec un accès au shell pour pouvoir exécuter des commandes shell. Tout ce que vous configurez dans l'agent est changeable, j'allais dire overwritable, mais c'est pas très français, est changeable à chaque requête, donc vous pouvez changer de modèle, ajuster le système prompt sans devoir redéployer le code sur Agent Core, simplement d'une API à l'autre. Alors je l'ai dit, il y a un file system également pour la persistance qui est en preview également, qui vous permet de sauver les sessions, donc si l'agent est interrompu, il peut reprendre la session avec le contexte, avec des mesures de qualité, de mémoire pour la personnalisation, etc., etc. Et puis quand vous êtes prêt avec votre agent, vous pouvez déployer avec une ligne de commande Agent Core qui va s'occuper de la gouvernance, de l'auditabilité de l'infrastructure as code. On supporte évidemment le CDK et Terraform viendra très bientôt. Alors, ce Manage Harness en preview d'Agent Core est dans quelques régions seulement. Pour l'Europe, c'est à Francfort que ça se passe. CLI est disponible dans 14 régions. Évidemment, il n'y a pas de coût supplémentaire pour utiliser le harness, le CLI ou les skills. Tout ça, ça se fait, vous avez payé évidemment pour les ressources qui sont déployées, mais pas pour l'utilisation même de ces outils. Si vous développez des agents AI, pour le moment, donnez un essai à Amazon Bedrock Agent Core Manage Harness. Voilà, j'en ai fini avec l'AI pour le moment. On va revenir sur des services plus traditionnels. Amazon OCR Pull-Through Cache supporte maintenant les référeurs et la synchronisation. Donc OCR, c'est Elastic Container Registry, c'est le registre de containers, donc d'images OCI pour vos containers sur Amazon. Et une fonction que vous êtes très nombreux à utiliser, c'est le cache, comme depuis qu'il y a des limites de throttling d'API sur d'autres container registry. Il y a beaucoup de nos clients qui utilisent OCR comme un cache, c'est-à-dire ils adressent leur requête, leur Docker pool sur Amazon OCR, qui lui va aller chercher l'image dans un autre container registry, celui de Docker par exemple, et puis cacher l'image. Mais vous nous disiez, il y a des choses qui ne sont pas cachées ou qui sont pas ramenées de la source, notamment les referrers, par exemple les signatures des images, les SBOM, les Software Bills of Materials, les attestations n'étaient pas nécessairement ramenées, ou quand certaines de ces données étaient ramenées, elles n'étaient pas nécessairement rafraîchies, donc vous pouviez avoir des anciennes images. Eh bien, ce n'est plus le cas. OCR Pull Through Cache va maintenant contacter le upstream, donc
typiquement Docker, quand vous faites des demandes de referrers API et cachez ces données avec le reste de l'image. Et ça va débloquer pas mal de cas d'utilisation, je sais, chez certains clients pour ECR Pull Through Cache. AWS Transform, c'est un service qui a été annoncé aussi à re:Invent l'année passée qui vous permet de transformer du code, typiquement des migrations de Boto 2, Boto 3, Java SDK V1, V2, JS SDK V2 vers V3. C'est pour moderniser du code avec de l'IA agentique. Il y a 2 nouveaux moyens pour accéder à AWS Transform. C'est dans Kiro IDE, c'est un power à installer, ou c'est dans Visual Studio Code. Vous devez installer l'extension AWS Transform et vous pouvez dès à présent maintenant utiliser AWS Transform depuis votre IDE préféré, qu'il soit Visual Studio Code ou Kiro, et ça, c'est chouette. Amazon DSQL, c'est Distributed SQL, c'est une base de données Postgres compatible, multi-région, master, qui était aussi annoncée à re:Invent, c'est pas cette année, c'est l'année passée si je me souviens bien. Elle est dotée maintenant d'un nouveau driver, comme on disait à mon époque, un connecteur pour les applications PHP. Donc si vous développez PHP, vous pouvez maintenant très facilement accéder à cette base de données. Pourquoi les drivers existants Postgres ne sont pas toujours faciles? C'est parce que l'authentification avec DSQL ne se fait pas par username, password traditionnel, mais avec des tokens. Et donc ce nouveau connecteur, il prend en charge ce que les autres connecteurs font aussi, c'est la conversion vers des tokens pour assurer l'authentification IAM sur DSQL. 2 nouveautés côté AWS Secrets Manager. Il y en a une qui concerne le Quantum. Il supporte maintenant des échanges de clés TLS post-quantum. Vous savez, le risque avec le quantum computing, c'est que des gens collectent du trafic chiffré sur le réseau, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir le déchiffrer plus tard. Et donc, il faut commencer à utiliser des échanges de clés, des clés ou des algorithmes cryptographiques qui sont supposés résister au quantum. C'est le cas maintenant pour l'échange de clés TLS. Donc, on parle bien de quand un client du code que vous avez écrit fait un appel à Secrets Manager pour obtenir une clé. L'échange de clés TLS peut être résistant post-quantum. Il n'y a rien à changer, ça c'est la magie du truc, c'est mis automatiquement dans les SDK. Il y a juste le SDK Java V2, vous devez updater à la version V2 35.11 minimum pour avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. Et puis je vous ai dit 2 fonctionnalités sur Secret Manager. L'autre, c'est la capacité de stocker des secrets externes pour d'autres services managés, peut-être par d'autres providers, et on commence avec MongoDB Atlas et Confluent Cloud. Donc Secret Manager permet maintenant de stocker les secrets pour accéder à ces 2 SaaS, à ces 2 services. L'intégration pour MongoDB Atlas, ça se fait soit pour les database user secrets, les username password, ce que vous faites l'authentification normale via Scrum pour MongoDB, ou les services account secrets avec les client ID de OAuth. Et pour Confluent Cloud, ça supporte les API keys avec la rotation des API keys pour les services account. Donc ça c'est très pratique si depuis vos applications hostées sur AWS, vous utilisez MongoDB Atlas ou Confluent Cloud. Des nouveautés côté EC2 également. Vous le savez, avec certains services qui ont lancé le concept d'instance EC2 managée, je regarde ECS, je regarde OKS, je regarde Lambda ou Amazon Workspace, vous voyez ces instances qui sont managées par les services dans votre console EC2. Donc vous voyez vos instances EC2 et puis celles qui sont managées par des services que j'ai nommés plus tôt. Ce qui fait un peu de bruit parce qu'a priori, celles-là, vous ne devez pas les manager vous-même. Si vous faites un Describe Instance API, vous ne devez pas nécessairement les voir. Et bien maintenant, il y a une option qui s'appelle Resource Visibility. Par défaut, vous allez plus voir ces instances managées par les services, mais évidemment, si vous voulez voir ces instances, vous pouvez toujours le faire. Donc, c'est un changement sur l'API Describe Instance. Si je suis... Oui, c'est bien ça, c'est un changement sur l'API Describe Instance, et puis évidemment sur la console et sur les SDK. Autre nouveauté sur EC2, c'est plutôt lié à ECS, Manage Instance. C'est pour ça que je les ai groupés ici. Vous êtes nombreux à déployer des clusters ECS avec des instances Manage qui ont des GPU. C'est un peu pour ça que vous utilisez des instances Manage d'ailleurs. Eh bien, il y a un nouveau monitoring sur la
la qualité du GPU. Si jamais le GPU ne fonctionne plus, ça va être détecté et on va remplacer ces instances automatiquement. Donc on utilise un système de NVIDIA qui s'appelle Data Center GPU Manager, DCGM, et on va proactivement remplacer la capacité qui est impactée quand il y a des erreurs critiques sur les GPU, de manière à ce que vos applications ECS qui utilisent du Managed Instance avec des GPU restent toujours disponibles pour vos utilisateurs. J'ai brièvement mentionné Lambda, 2 petites nouveautés avec Lambda ces 2 dernières semaines. D'abord, les Lambda Durable Function sont disponibles dans 16 régions en plus, et je le dis parce qu'il y a Paris dans cette liste de régions. En Israël, il y a aussi Londres et en Europe, pardon, il y a aussi Londres et Zurich. Il y a Israël aussi, il y a Mexico et d'autres. Mais donc, Step Function, si vous avez loupé le coche, c'était annoncé à reInvent l'année passée. C'est un mécanisme qui permet d'arrêter, de poser, de suspendre l'exécution d'une fonction lambda pour plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, et de reprendre cette exécution plus tard là où elle s'était arrêtée. C'est uniquement disponible, enfin en théorie c'est disponible dans tous les langages de programmation si vous utilisez vraiment des API super bas niveau pour faire ça, mais il y a des SDK pour vous aider pour que ça soit facile à utiliser, et ces SDK c'est Python, Node.js et Java, et ça c'est la deuxième nouveauté, c'est que le SDK pour Lambda Durable Execution était en preview, et puis maintenant il est en GA, donc vous pouvez écrire des fonctions longue durée, des durable functions, soit en Python, soit en Node.js, soit en Java, et les déployer sur la zone Paris. Est-ce que c'est un remplacement pour Step Function? C'est la question que je reçois souvent. La réponse est oui, parfois, parfois pas, ça dépend, c'est une réponse de solution architect, vous allez me dire. Jetez un coup d'œil, si vous avez des Step Function, peut-être que Lambda Durable Function peut simplifier. Ça dépend un peu de la complexité du workflow que vous voulez faire. Mais il y a beaucoup de use cases où ça a du sens, les Lambda Durable Function, notamment dans les cas de workflow de paiement, où vous devez attendre des résultats de providers externes, des plateformes de paiement comme Stripe par exemple. Et puis je parlais de Java avec le SDK pour Java, ça me donne l'occasion de terminer avec cette nouveauté-ci, c'est Corretto qui reçoit, Corretto vous savez c'est la JVM supportée, basée sur OpenJDK d'AWS, supportée et gratuite, c'est du long-term support, mise à jour quarterly, trimestriel pour ce premier trimestre 2026 pour Corretto 26, 25, 21, 17, 11 et on supporte encore la 8 quand on vous disait que c'était du long term. Attention, si vous utilisez encore Java 8, Corretto 8, c'est la dernière version maintenant qui va inclure JavaFX. Enfin, en général, vous utilisez Corretto plutôt sur le serveur, JavaFX c'est pour rendre des interfaces, pour générer des interfaces graphiques. Donc a priori vous n'utilisez pas, mais enfin si vous l'utilisez, ce serait la dernière version. Il y a sur le GitHub de Corretto 8 que vous trouverez d'ailleurs dans les liens de ce podcast, il y a des options de migration qui vous sont recommandées. Voilà pour les nouveautés que j'ai sélectionnées pour vous cette semaine dans le petit monde, la petite galaxie du cloud AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On va se retrouver la semaine prochaine, non pas avec un, mais 2 épisodes, et c'est une courte semaine si vous nous écoutez en France ou dans d'autres pays où le 1er mai est un jour férié. Les 2 épisodes, ça sera mercredi Women in Tech, diversité, équité, inclusion, avec une organisation qui fait du lobbying pour favoriser, promouvoir l'enseignement du numérique et de l'informatique. Ça se passe en France, ça s'appelle Les Talents du numérique. Et puis vendredi, ça tombe bien, c'est un jour férié, vous aurez 3 jours pour l'écouter. Ça sera le premier épisode de ceux que nous avons enregistrés au Summit AWS qui se tenait à Paris le 1er avril au Palais des Congrès. Nous avons enregistré 4 épisodes avec 4 clients qui vont être maintenant diffusés une semaine sur 2 dans les semaines qui viennent, et on ouvrira le bal avec le monde de la FinTech, une société qui s'appelle Capital Fund Management, CFM, qui fait du High Performance Computing, qui tourne des modèles mathématiques extrêmement compliqués sur des dizaines de milliers de CPU orchestrés avec AWS Batch et d'autres frameworks. On vous parlera de tout ça. Enregistré au Summit, on parlera de codage agentique avec AXA qui adopte le codage agentique et Kiro à grande échelle. On parlera du site web où vous avez peut-être déjà vendu ou acheté une voiture, La Centrale, qui utilise de l'IA aussi pour mettre en relation maintenant les vendeurs de voitures avec les acheteurs de voitures. Et on terminera cette série en juin avec
PayFit, le SaaS de calcul de paye, de fiches de paye en France. Ils nous expliqueront aussi ce qu'ils font sur AWS. Et puis tant que je suis en train de vous expliquer le programme du podcast à venir, si vous nous écoutez toujours, a priori vous êtes des fans du podcast, là on est à 14 minutes dans l'épisode de cette semaine. Il y aura un épisode de Do It Yourself juste au début de l'été, probablement autour de fin juin, sur le thème de Home Automation, comment mettre des capteurs de gaz, d'électricité, etc. Dans sa maison avec du LoRaWAN et du AWS IoT MQTT Core, enfin un bon truc de geek qui vous donnera peut-être des idées de projets à faire chez vous pendant les vacances. Et puis pendant les vacances, et ça sera une première, on va essayer un nouveau format, on va lancer une série d'été. L'autre jour, j'ai dû répondre à la question pourquoi c'est Linux dans le cloud et pas autre chose? Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne question ça, et pour répondre, il faut quand même regarder un peu d'où on vient. Et donc, je suis en train de vous préparer une série en 7 épisodes où on parlera de l'histoire de l'informatique en général, comment on est arrivé du mainframe au cloud et comment on a standardisé en quelque sorte sur Linux et pas autre chose. Ça aurait pu être BSD, ça aurait pu être Windows, ça aurait pu être d'autres variantes de Linux, de Unix. Ben non, c'est Linux. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans le style Père Castor. On vous raconte des histoires. Ça sera la série d'été en juillet et en août avant de reprendre à la rentrée avec nos épisodes au format plus normal. Bon, allez, cette fois-ci je me tais, je vous laisse. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi et vendredi pour les nouveaux épisodes. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.